Cinéma, l'émission cinéma du Festival international du film d'Amiens en direct et en public. Et ce matin, c'est un grand plaisir que je ne boude pas puisque je reçois Jean-Jacques Hano. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. À 47 ans, Jean-Jacques, je me rends compte qu'on peut être encore intimidé puisque en quelques semaines de temps, je le suis 2 fois. Il y a quelques semaines, c'était au Festival d'Angoulême lorsque j'ai croisé Claude Lelouch. Et aujourd'hui, c'est vous, parce qu'il y a des souvenirs de films et des films que je peux regarder inlassablement, comme ce premier extrait de film que je propose qu'on regarde tout de suite. Ah, je regarde aussi alors. Qu'est-ce que ça veut dire, Lambert enfin, Je ne sais pas, monsieur le président. On m'a viré du foot il y a 3 semaines. On me vire de l'usine. Qu'est-ce que vous faites, Je là? suppose que vous allez me reprendre mon logement. Mais je vous dois tout, monsieur le président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. Il trouve ça drôle. Écoutez, monsieur, ce soir, en 16e du flag de la Coupe, il nous manque 2 joueurs. Alors, Ça m'est égal. On aurait bien. La victoire Ça pourrait être simple maintenant de le refoutre en tôle. Jean-Jacques, on vient de voir la bande-annonce de Coup de tête, un film de 1979 avec Patrick Dewaere. C'est un film que je ne me lasse pas de regarder. C'était votre deuxième film. Oui, en fait, c'était mon 383e film, parce que je fais beaucoup de publicitaires avant. Mais effectivement, c'est mon deuxième long métrage. Un deuxième long métrage qui a connu un succès honorable, hein. Il y a eu 900 000, un peu plus de 900 000 entrées en France. Oui, si vous voulez, combien vous dites Un d'entre... peu plus de 900 000, il me semble. Oui, en c'est France. ça, il me semble. Mais on était un peu déçus, je dois dire, parce que Francis Weber était habitué évidemment à des stratosphères au niveau des entrées, Patrick aussi, sauf qu'on a eu un certain nombre de problèmes à la sortie. Patrick avait envoyé à l'hôpital un journaliste qui voulait rentrer chez lui pour assister à des répétitions de musique, parce que Patrick voulait faire de la chanson, et ce journaliste avait mis le pied dans la porte. Évidemment, Patrick, qui était coléreux, rapidement, qui était très soupe au lait, lui a foutu son poing dans la gueule, et du coup, Patrick a été complètement ostracisé par la presse. Personne n'a voulu l'interviewer. En plus de ça, on est tombé en grève de ce qu'on appelle l'ORTF autrefois, c'est-à-dire il n'y avait que ça, et du coup, on n'a eu aucune promotion. Donc le film a été un succès honorable, et puis a disparu pendant 20 ans. Et curieusement, alors il y avait un problème aussi, les gens croyaient que c'était un film sur le foot. En fait, c'est un film sur la notoriété, et c'est un film sur le caprice des foules, j'ai envie de dire. Mais comme ça se passait dans le cadre du football, les gens qui aimaient le football, on leur avait dit que c'était contre le football, donc ils ne sont pas allés le voir. Et tous les gens qui détestaient le football ne sont pas allés le voir non plus. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup de monde. Il a fallu, heureusement, que Bernard Tapie vienne en scène et montre les dessous du football pour que d'un seul coup le film soit vu à la télévision. Et effectivement, depuis, je dois reconnaître être assez surpris, depuis une quinzaine d'années, il ne se passe pas un mois sans que je sois interviewé dans le monde entier sur ce film. C'est assez étonnant, hein. Avec une musique lancinante, hein, celle de Pierre Bachelet, que depuis ce matin j'ai en tête, elle ne sort plus. Ah oui, figurez-vous que ça, c'est une idée, l'idée du sifflet, on l'a eu à la table de montage. Et donc très très vite, je me souviens, avec Pierre. Et puis on avait convoqué un siffleur professionnel qui était le siffleur de l'opéra. Sauf que quand il est venu et qu'il a vu la partition, il a fait... Alors il dit non, c'est un truc décontracté, la main dans la poche, pas forcément toujours juste.
Alors le type dit non, moi je peux pas faire ça, faut me donner un peu d'alcool pour que je siffle mal. Donc on l'envoie au bistrot d'à côté. Il reste 2 heures, il revient, il est complètement pété. Et c'est finalement Pierre et moi, surtout Pierre d'ailleurs, qui a fait l'ensemble de la musique. Et le lendemain, il pouvait plus parler. Il parlait comme ça, les ont complètement cherché. Et moi aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, on a passé la nuit au studio d'Avou à faire le sifflement. Oui. Alors, Jean-Jacques, vous avez été invité au Festival international du film d'Amiens, puisque 3 films sont projetés à l'occasion de cette 39e édition. Vous êtes présent pour en présenter 2. Un tout à l'heure à 14h, il faut que je regarde bien mes heures, à 14h15, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, c'est La Guerre du Feu qui va être présentée. Et ensuite va être présenté à, je vérifie aussi bien l'heure, non, ça doit être l'inverse, non, c'est 13h45, c'est le dernier loup qui est présenté au Gaumont. On reprend. Alors, 13h45, voilà, oui, c'est bon, ça. Alors. Et à 19h, ce soir, à 10h15, c'est La Guerre du Feu. Oui. Voilà, je remets dans l'ordre. Et il y a un 3e film aussi qui est présenté, c'est votre premier film. En fait, qui a été présenté lundi, qui a été projeté lundi, et qui s'appelle La Victoire en chantant. Oui. Voilà, premier film qui parle d'un sujet, déjà parce qu'on va voir sur toute votre filmographie, vous prenez des sujets que d'autres n'oseraient peut-être pas prendre. Et ce premier film qui aborde la guerre et la question du colonialisme, qui est un peu entre la satire et la gravité. Oui, c'est un film, c'est une comédie satirique, qui m'a été inspirée par mon premier séjour au Cameroun. J'avais été envoyé un peu de force faire de la coopération en Afrique. J'avais à cette époque-là aucun intérêt pour l'Afrique. J'avais décidé d'être extrêmement désagréable et de me faire éjecter le plus vite possible. Sauf que lorsque la porte de l'avion s'est ouverte à Douala, je suis tombé en amour du pays. Pour tout un tas de raisons que je vous expliquerai peut-être un jour, mais en tout cas, j'ai été absolument fasciné, pris à revers, et j'ai tellement aimé ce séjour, j'ai tellement appris pendant ce séjour, je me suis tellement découvert pendant ce séjour, que je me suis juré que si j'avais la chance un jour de faire un long-métrage, je le ferais en Afrique, à propos de l'Afrique. Et j'avais trouvé une anecdote authentique d'une. D'abord, je ne savais plus à l'époque que la Première Guerre mondiale s'était aussi passée en Afrique. Pourtant, j'avais vu un certain nombre de films sur ce sujet, mais je n'avais pas imprimé. Quand j'ai découvert qu'il y avait eu au nord du Cameroun une résistance héroïque du major von Raben et sa troupe, qui était de 12 soldats, contre les 30 soldats français et anglais, je vais trouver que c'était un sujet d'une dérision extraordinaire, d'autant plus que quand j'ai été interviewer les vieux, là-bas, les vieux combattants, ou simplement les vieux du village, ils m'ont dit, mais alors attendez, on a bien vu que c'était une grande guerre, ils sont venus, chacun avait un canon. Hein. Mais alors c'est bizarre, comment ça se fait que vous êtes venu chez nous faire la Grande Guerre mondiale, alors que pourquoi vous ne l'avez pas fait chez vous? Donc j'ai expliqué qu'on avait aussi fait chez nous la guerre. Mais là-bas en Afrique, on ne savait pas. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas que la guerre avait lieu en Afrique, mais eux, les Africains, ne savaient pas qu'on avait fait la guerre en Europe. Donc si vous voulez, cette dérision-là m'a inspiré un film qui s'est révélé d'ailleurs plus authentique que prévu, parce que quand j'avais fait mes repérages au Gabon, et que j'avais trouvé que je ne pouvais pas le faire parce que ça ne correspondait pas au décor que j'avais en tête, en fait, j'ai eu un problème avec le gouvernement gabonais qui s'est aperçu que mon film retraçait de très près une véritable histoire qui s'était passée sur l'une de leurs frontières, puisque, si vous voulez, l'Afrique à l'époque était divisée, le Cameroun était allemand et le Gabon était français, ainsi que le Tchad et le Niger. Enfin, tout l'entourage était d'un côté de la guerre et le Cameroun de l'autre côté. Voilà, donc j'ai raconté une petite histoire avec des commerçants français qui apprennent en 1915 que finalement la guerre a éclaté et leurs voisins sont allemands. Ils décident de faire une guerre, évidemment, sans prendre de risques, par Africains interposés. Voilà, donc avec des scènes qui sont totalement ubuesques, puisqu'en fait, quand on part à la guerre, on part aussi avec des civils, et puis c'est comme un spectacle, quoi. On va regarder. Oui, on va à la guerre parce que c'est une kermesse. On pense que tout ça va se passer très vite et très bien, et que s'il y a des blessés, ce sera du côté ou des morts, ce sera les Africains qui prendront. Eux, ils font un pique-nique. Alors, si vous voulez, c'est cette ironie qui m'a valu, Dieu merci, d'abord un échec fracassant
en France et dans tous les pays qui avaient connu un passé colonial, et qui m'a valu l'Oscar. Voilà, bon, bonne surprise. Pas pour tout le monde, parce que les gens étaient enchantés que je me plante, vu que j'étais un peu visible à l'époque, j'étais tout jeune, hein, et je faisais beaucoup de films publicitaires, j'en faisais un par semaine. Donc les gens étaient un peu jaloux, et c'était merveilleux de me voir me planter comme ça. Puis après, alors j'ai eu Claude Berry, par exemple, qui avait mis un peu de sous dans le film, qui avait dit bah, écoute, tu touches pas ta bille sur le long métrage, retourne au publicitaire, parce que là vraiment t'es pas bon. Et puis quelques temps plus tard, donc il m'appelle. Il me dit alors écoute, je t'ai menti, j'ai pas revu ton film depuis, mais c'est un chef-d'œuvre. Je comprends pas, ce qu'il me raconte. Il me dit et il me dit Pierre a adoré. Je dis quel Pierre? C'est Pierre Richard. Bon, très bien. Pourquoi ils ont vu mon film? Je n'en sais rien. Toute la journée, on me félicite, et le soir, je rencontre mon chef décorateur par hasard. Il me dit bravo aussi. Et je lui dis bravo pourquoi? En fait, ils m'apprennent que j'étais nominé. Et donc, d'un seul coup, je deviens quelqu'un d'intéressant, alors que j'étais un nul, incapable de faire un film. Alors, je ne vous dis pas, quand j'ai eu l'Oscar le matin même, le premier qui téléphone, c'est Claude Berry, qui me dit « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» Et dans la myriade de coups de téléphone, les journalistes qui tambourinaient à ma porte, il réussit à me rappeler une deuxième fois, il me dit « Ne signe rien avant demain ». Et la troisième fois, il réussit encore à m'appeler, et il me dit « Bon, on déjeune demain, je te signe un chèque ». Donc, si vous voulez, ça c'est le cinéma, vraiment. On est au cœur du cinéma, là. Et bizarrement, Coup de tête parlait de ça. Parlait du con qui, par hasard, marque un but par erreur, parce que la balle a rebondi contre son pied, il est pour rien. Et moi, je suis pour rien que ce film ait eu l'Oscar. Ça a plu aux gens, ils m'ont donné l'Oscar, très bien. Mais je suis le même. Sauf que dans le regard des gens, non, je ne suis plus le même du tout. Je deviens hot property. Le lendemain, j'ai un agent qui arrive des États-Unis, je signe, et dans la semaine, je reçois 3 propositions de films qui se sont faits, que j'ai refusé de faire parce que je ne voulais pas me foutre dans les pattes de Hollywood sans savoir où j'étais. Donc, en fait, j'ai fait coup de tête en me disant, avant de traverser l'Atlantique, apprenons quand même à faire un deuxième long métrage. Si je fais un parallèle entre vous et Claude Lelouch, c'est que vous avez votre cinéma, et d'ailleurs le film qui va suivre le montre, puisque vous allez faire un film quand même sur un sujet assez incroyable. Ce sont des hommes qui peuvent conserver le feu, mais qui ne savent pas le fabriquer. Et donc c'est la guerre du feu en 1981. Comment on arrive à un moment à proposer à des producteurs, à des équipes de faire un tel film, et surtout comment on y arrive? C'est l'Oscar qui vous a aidé à avoir cette liberté? Non. Moi, j'ai une aventure assez particulière. J'ai fait les 2 écoles de cinéma très jeune. Je suis sorti à 20 ans, mais à 19 ans et demi, j'ai déjà eu mon premier chèque de metteur en scène. Je n'ai pas arrêté depuis. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai fait des films publicitaires sans en avoir envie. Mais je les faisais quand même avec passion, parce que c'était une chance extraordinaire de pouvoir tourner toutes les semaines, de tester tous les nouveaux matériels, d'avoir la chance de pouvoir faire venir des États-Unis les meilleurs chefs opérateurs. C'est un truc incroyable. Donc, si vous voulez, j'ai été très chanceux, sauf que très vite, j'ai d'ailleurs vécu une déprime assez terrible pendant 1 an, parce que je me suis rendu compte que je faisais des films qui m'attiraient beaucoup de prix, de récompenses dans ces festivals, mais ce n'était pas ça que j'avais envie de faire. Et que je m'apercevais que je faisais des choses qui n'étaient pas honnêtes en vérité, puisque je vantais des produits que je ne consommerais pas moi-même, puisqu'ils étaient mauvais. Et donc j'ai eu une crise de conscience, et je me suis juré de ne faire que les films de mon cœur. À partir de ce moment-là, j'ai dit non, je ne ferai que ce que je veux. Et c'est pour ça, quand je vous raconte que dès le lendemain de mon Oscar, on me propose 3 films. D'ailleurs, je me souviens, il y avait Tora Tora, il y avait E égale MC2 qui s'est appelé Little Romance, qui a été fait par George Royle, et un troisième, je ne sais plus ce que c'était. Parce que je me suis dit, non, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je gagne ma vie dans le film publicitaire, très bien. Quand j'aborde le long métrage, ce sera les films de mon cœur. Ce sera ce que je veux faire. Donc, sur La guerre du feu,
j'arrive avec un Oscar et puis un film qui est Coup de tête, qui m'avait marché bien, suffisamment bien, et qui m'avait valu finalement de bonnes critiques, ce qui était assez rare dans ma carrière. Et lorsque les studios m'ont su en ville, à Los Angeles, on m'a proposé plein de films. Et je disais, non, c'est pas ça que je veux faire. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je veux faire La Guerre du Feu. Alors c'est quoi? Alors je donnais le scénario. Il me disait, est-ce qu'on peut avoir les sous-titres? Je disais, non, vous me dites que le scénario vous a plu. J'avais écrit en charabia. À l'époque, je n'avais pas encore travaillé avec Anthony Burgess pour faire la langue inventée. Alors, il voulait absolument les sous-titres. Je dis non, vous me dites que le scénario vous a plu, et c'était son sous-titre. Et ben, ça sera son sous-titre aussi. Imaginez quand même que le film, c'est comme aujourd'hui si je demandais 50 millions d'euros avec des inconnus, parce que je voulais absolument que ce soit des inconnus, sur un film où les gens courent cul nu en poussant des borborigmes. Mais attendez, aujourd'hui, c'est complètement impossible. Hein. Même après une carrière réussie, c'est des films qui ne peuvent plus avoir lieu. Ben, je les ai eus à l'usure. J'ai attendu. Mais si vous voulez, j'ai attendu dans une position très confortable, puisqu'on me proposait un film par semaine. Donc je disais non, non, non. Alors finalement, je devenais intéressant parce que je disais non. La plupart des metteurs en scène qui se plaignent de leur traitement à Hollywood, c'est qu'ils y vont en barésie, ils s'étonnent de se faire enculer, pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais enfin, si vous voulez, c'est ça le truc. Il ne faut pas aller en esclave parce que c'est Hollywood. Moi, je suis allé à Hollywood, je n'en avais rien à secouer. Le cinéma américain ne m'éblouissait pas. J'aimais le cinéma italien à l'époque, j'aimais le cinéma japonais. Et donc, je suis allé en toute innocence, mais avec le dessein de faire véritablement les films dans lesquels je croyais. Et là, pour La Guerre du Feu, vous dites qu'il n'y a pas de sous-titres. Pour autant, c'est la musique qui parle. C'est Philippe Sartre qui vous a accompagné sur ce film. Et on sent que la musique, en fait, peut remplacer les émotions de ces personnages, donne, impulse les émotions de ces si vous voulez, personnages. c'est le but de la musique. Une musique, c'est pas fait pour doubler la bande sonore, c'est fait pour raconter le sentiment secret du cœur des héros. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a une grande transformation dans la musique aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mon portable qui sonne, pardonnez-moi, mais c'est de la harpe, ça va. Si vous voulez, la musique aujourd'hui fait le rôle de la bande-son. C'est-à-dire que quand vous avez une charge de chevaux, eh ben, le musicien, il fait pam, 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 qui se double avec les pattes des chevaux qui font pam, 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 pam. C'est-à-dire que ce n'est plus une mélodie qui vous indique quel est l'état d'âme, soit du cheval, soit du cavalier. C'est simplement un renforcement de l'action. Mais c'est un très grand contresens. On parlait tout à l'heure de la musique de Bachelet. Mais qu'est-ce que ça implique, cette musique de Bachelet, avec ce sifflement décontracté? C'est l'histoire d'un mec qui s'en fout. Et c'est ça qu'on doit raconter, c'est ça qui est important. C'est pas de dire, ben, il court dans le couloir, alors on fait... Mais non, c'est ridicule ça. Ça, c'est la bande-son. Et il faut laisser ça au concepteur sonore. Donc là, sur La Guerre du Feu, évidemment que je savais que j'avais besoin d'un indicateur de sentiment. Donc nécessairement, je savais que j'avais besoin de la musique. Et j'ai tout de suite dit ça à Philippe Sartre, qui a remarquablement compris et qui m'a fait un score, ce qu'on appelle score en anglais, absolument magnifique, qui est un des plus beaux scores que j'ai jamais eu sur aucun de mes films. Alors après ce film, je suis désolé, hein, mais c'est une filmo sélective parce que j'aurais envie de citer tous vos films. On va retrouver des films comme Le Nom de la Rose en 1986 avec Sean Connery, une adaptation d'un livre d'Umberto Eco où on se disait mais c'est pas possible de l'adapter ce livre, bah si. Et en fait derrière vous allez adapter plusieurs livres, donc notamment avec L'Ours, avec L'Amant aussi, de Marguerite Duras. On va avoir 7 ans au Tibet. On va avoir Stalingrad qui va arriver donc en 2001. Donc là, c'est pas une adaptation. Non, mais d'ailleurs, les autres, si vous voulez, c'est des adaptations très, très variées. L'Ours, en particulier, est effectivement inspiré d'un roman, d'un vieux roman américain, d'un type qui s'appelait James Oliver Curwood, sauf que son bouquin, c'est l'histoire du chasseur. Là, dans la mesure où on prend le point de vue du chassé, c'est complètement un autre film. Vous voyez, et on a évidemment énormément modifié les événements, comme La Guerre du Feu, d'ailleurs, que je suis en train de relire, d'ailleurs, pour d'autres raisons. Et où
je vois à quel point on a complètement tordu l'histoire, on n'a pas du tout respecté. Même chose sur Le Nom de la Rose. J'ai gardé un rapport formidable avec Umberto Eco, mais je lui ai complètement transformé son histoire. Alors, Le Dernier Loup, qui va être projeté là, en début d'après-midi au cinéma Gaumont et que vous allez présenter, c'est un film qui est en 3 dimensions. Donc, c'est un film qui se passe en 1967 où un jeune étudiant chinois va recueillir un louveteau et va tenter de l'apprivoiser. Là, on est à nouveau dans l'adaptation d'un roman, c'est ça ? Oui, c'est un roman d'un monsieur qui s'appelait Zhang Rong, c'est une histoire vraie. Hein. Donc c'est une autobiographie d'une certaine manière, qui est très touchante. Et j'ai eu la surprise de voir arriver une délégation de Chinois dans mon bureau à Paris qui m'ont demandé si je voulais bien faire le film. Et si vous voulez, ce qui m'a en fait touché, que j'ai pas dit du tout à l'époque, parce que j'avais peur qu'on m'accuse d'être, je ne sais pas, une espèce de propagandiste du gouvernement chinois, ce qui n'est pas le cas, sauf que j'adore la Chine. Vous voyez, j'adore l'Afrique et j'adore la Chine, oui. Et en fait, il y avait une dimension écologique dans le film qui m'a énormément intéressé. D'abord parce que c'est mon réflexe naturel, que je suis désolé de voir l'état du monde, et que ce film parle de la dévastation de la steppe par l'action humaine, et donc la disparition des loups, etc. Mais j'ai tout de suite compris, on me l'a dit d'ailleurs en secret, mais en secret à très haut niveau, c'est-à-dire au niveau des ministères, qu'en fait, j'insiste sur le fait que j'ai été touché, parce que on m'a dit, voilà, on a un sérieux problème dans notre pays, on ne peut pas le dire, nous, mais vous, votre travail est très bien connu en Chine, vous êtes très respecté, et on va vous laisser libre, parce qu'on sait où est votre cœur, et ce que vous allez dire va servir à la cause, parce qu'il faut qu'on transforme notre pays pour le rendre plus écologique. Alors vous savez, c'est quand même tout à fait, c'est un grand honneur d'être convié à donner son avis à 1,4 milliard de Chinois. Effectivement, ils ont tenu parole, j'ai été totalement libre. Casting, repérage, scénario, montage, musique, une liberté que je n'ai jamais eue ailleurs. Ça peut surprendre, je sais, parce qu'il y a d'autres aspects de la vie chinoise où cette liberté n'est pas accordée. Moi, elle m'a été accordée de manière fantastique. Et le film a contribué à agir. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, la Chine va devenir sans doute un des pays les plus verts du monde. Ils se sont, comme c'est un pays où le gouvernement peut imposer des choses, et ben on impose la fermeture des usines qui produisent l'électricité avec du charbon, etc., etc. Donc, si vous voulez, faire partie de ce mouvement-là, qui m'a semblé essentiel, parce que si la Chine et les États-Unis ne font pas le travail, les autres pays ne le feront pas. Alors déjà, les États-Unis foutent le camp de l'accord de Paris. J'ai été quand même très, très honoré de pouvoir faire ce film, qui m'a, en plus de ça, il y a tout le côté spectaculaire. J'adore la Mongolie, j'adore effectivement la Chine, mais là, je devais faire un film dans une région où on ne parle pas le chinois. C'est une région de Chine où on parle très peu le chinois. Les Mongols ont gardé leur langue. Et ce que me disaient mes amis chinois, ils me disaient on ne peut pas demander ça à un cinéaste chinois parce que les cinéastes chinois ils ne vont pas comprendre les loups et ils ne vont pas comprendre les Mongols. Mais si on demande à un cinéaste mongol, il ne va pas comprendre les Chinois, il ne va pas comprendre les loups non plus. Et puis les Américains, ils comprendront ni les Chinois, ni les loups, ni les Mongols. Donc vous voyez, ils m'ont abordé avec beaucoup d'humour, je dois dire. Et c'est à nouveau un film, vous tournez avec des animaux. Donc vous avez tourné l'ours, il y a les 2 frères. Et quand je tourne avec des humains, je tourne aussi avec des bipèdes, mais qui étaient autrefois quadrupèdes. Vous savez, il n'y a pas tellement de différence. Tourner avec des animaux, c'est dangereux, mais moins dangereux que de tourner avec une star américaine qui peut d'un coup de fil vous assassiner et vous faire virer du plateau. Là, au moins, les ours, les loups, les tigres... ils ont certes un dresseur, mais ils n'ont pas d'agent à Los Angeles. Je crois que vous avez eu un lien très intime avec le chef de meute. Avec le chef de meute, le loup. Bah oui, c'était un embarras. Oui, c'est vraiment complètement incroyable. C'est un animal qu'on ne pouvait pas approcher, que nul ne pouvait approcher. Sauf que lui, il venait tous les jours, tous les matins, il fallait faire la séance d'embrassade. Alors,
Au départ, j'étais un petit peu étonné. Au départ, il était très respectueux. Il s'allongeait devant moi et il voulait que je lui caresse le ventre. Bon, très bien, je faisais ça à la demande de son dresseur. Au bout d'un an, dès que j'arrivais sur le plateau, il quittait la meute, il venait attendre derrière la barrière qui limitait leur zone de travail, et il fallait que moi je rentre de l'autre côté pour me faire l'échouiller. Alors il mettait ses pattes avant sur mes épaules, et au début, bon, c'était des l'échouilles sur la joue. Et puis l'intimité aidant, au bout de quelques semaines, il a réinventé le French kiss. Alors là, c'est quand même un peu plus embarrassant parce que se faire embrasser par un loup qui d'abord vous mordille l'oreille, ensuite la joue, ensuite qui vous pousse avec sa langue et qui veut absolument aller au fond de votre gorge, c'est quand même un peu particulier. Alors mon dresseur m'avait dit, non, t'inquiète pas, il fait comme sa maman lui avait fait, ça, c'est un signe de grande amitié, il veut te nourrir de lui-même. Les mamans, elles mâchent la viande et puis elles mettent dans la gorge de leur petit, donc il faut accepter ça. Alors j'avais mon assistante qui, chaque matin, arrivait près de la barrière, je me mettais un costume sans poche, parce qu'évidemment, si j'avais des poches, il dévastait tout. De l'autre côté de la barrière, il y avait des désinfectants qui m'attendaient, du gargarisme et tout ça, parce que ça durait 10 minutes. Vous savez, 10 minutes de chrono, c'est très, 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 très long. J'avais une équipe de 600 personnes qui attendaient. Alors, au bout d'un certain temps, j'ai essayé de me planquer, parce que c'était un peu long. Eh ben non, dès que j'arrivais sur le plateau, mais à 500 mètres, j'allais dans les bagnoles où il y avait les écrans de contrôle. Mais je le voyais, il était là, il m'avait reniflé. Alors il attendait. Et donc j'étais obligé de remettre ma combinaison d'amour et puis d'aller au boulot, au travail. Alors c'était extraordinaire parce que sa femme, était finalement un peu jalouse de cette affaire. Et elle venait me mordiller le jean et le mordiller lui pour qu'on arrête. Allez, les garçons, ça suffit maintenant, allez au boulot. Si vous voulez, c'était tout à fait extraordinaire. Et je dois dire que, même en vous parlant, vous voyez, ce qui me rend triste, c'est que là, il est au Canada. Je sais par son dresseur que dès qu'il y a un camion qui arrive, il est tout fou en espérant que ce soit les camions du tournage et qu'il revoie ses copains. Et je n'ose pas aller le voir parce que je sais qu'il va être malheureux, parce que je vais repartir. C'est vraiment incroyable comme rapport. Mais alors, je ne sais pas, si vous voulez... Moi, les animaux viennent tout le temps sur moi. Quand je vais chez les amis, je me retrouve avec les chats sur les genoux. C'est comme ça, je ne sais pas. C'est pour ça que vous avez fait autant de films où il y a des animaux. Mais si vous voulez, c'est parce que je pense que les animaux, ils sont comme moi. Moi, je me retrouve dans eux. On a des petits trucs en plus et des petits trucs en moins. Je ne fais pas de hiérarchie. Et j'ai beaucoup de respect, finalement, pour les tortues, les mouettes, les pigeons. Alors, je propose qu'on regarde la bande-annonce du Dernier Loup. Ces deux jeunes instruits vont vivre avec vous pendant 2 ans. En échange, ils apprendront aux enfants à lire et à écrire le chinois. Bonjour. Les loups sont fascinants. J'aimerais capturer un louveteau pour pouvoir l'étudier. J'ai également reçu de la hiérarchie cette directive. Pour éliminer les louveteaux dans les tanières. Tuer les louveteaux, ça permettra d'en réduire le nombre. Si on tue leurs petits, ils vont être furieux et ils vont se venger. Ceci est un ordre. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire ça? D'élever un loup dans un village de bergers? Bonne nuit. Il faut manger.
C'est quoi ça? Oui, je l'avoue, c'est moi. C'est moi qui l'élève. Ils entendent les appels de leurs petits et ils viennent leur prendre. Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp. Réfléchis un peu, laisse-le partir. J'en ai assez. C'est moi qui le nourris et c'est moi qui l'aime. T'as capturé un dieu pour en faire ton esclave. Tu le paieras un jour. Pousse-toi. Sauve-toi. Le Dernier Loup, donc, qui est projeté au Festival international du film d'Amiens cet après-midi à 13h45 au Gaumont. C'est un film en 3D, donc avec vous, Jean-Jacques Hano, vous êtes invité. C'est un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Puis on espère vous revoir prochainement, peut-être avec un autre projet, un autre film. J'y travaille. Vous y travaillez, très bien. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain direct en public tout à l'heure, cet après-midi. Et pour finir cette émission, une pensée de Pedro Almodóvar. J'espère un jour ne plus être à la mode pour devenir un classique. À très bientôt.